Depuis août dernier, le Mali est dirigé par une transition qui doit mener le pays vers des élections, probablement en début d'année prochaine. C'est cela qui va permettre au pays de retrouver la voie de la normalité. Après les soubresauts que le Mali a connus à la suite du renversement d'IBK. Alors, comment se passe la situation au niveau du Mali? La transition actuelle peut-elle définitivement sorti ce pays de l'ornière? Eh bien, on va parler ce soir avec Théophile Folly Amouzou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes consultant en gouvernance et démocratie. Première question, est-ce que, d'abord, j'ai présenté la situation. Aujourd'hui, il y a une équipe de transition qui dirige le Mali. Est-ce que cette équipe de transition peut déjà redonner confiance à ce pays? Merci de m'avoir accordé cette opportunité de parler de la transition qui est en cours au Mali. Et il faut dire que le Mali, c'est un pays qui a toujours connu des coups d'État depuis un certain nombre d'années. Nous pouvons compter déjà quatre coups d'État qui se sont déroulés depuis le premier qui a été perpétré par Modibo Keïta, contre Modibo Keïta, et qui a mené Moussa Traoré au pouvoir. Et le deuxième, nous le savons, c'est ATT qui l'a mené. Nous avons ensuite Sanogo qui est venu. Et depuis le mois d'août dernier, nous avons une équipe qui est venue, et qui était dirigée par Assimi Goïta, et qui est au pouvoir depuis que le coup d'État a été perpétré. Vous cherchez à savoir si ce comité qui est en train d'assurer l'intérim ou qui est en train de faire aujourd'hui la transition est capable de rassurer ou de créer la confiance dans le cœur des Maliens pour qu'ils puissent aller vers une transition paisible et aboutir à des élections. Nous pouvons dire que depuis que la nouvelle équipe s'est installée, il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés et qui doivent être examinés pour voir si vraiment la confiance peut revenir. Si nous partons d'abord de la manière dont le gouvernement a été constitué, les postes clés qui sont au niveau de ce gouvernement sont détenus par des militaires. Que ce soit la défense, la sécurité, la protection civile, l'administration du territoire et divers autres postes au sein du gouvernement. Mais en plus, maintenant pour l'administration du territoire même, toutes les régions aujourd'hui sont dirigées par des militaires. Et en plus, nous voyons que de plus en plus, les militaires prennent de l'ascendance sur des postes ou des domaines qui étaient autrefois dirigés par des civils. Quand nous prenons aujourd'hui le Conseil national de transition, qui est aussi dirigé par un militaire. Et le militaire, pendant la période de coup d'État, était l'une des personnes ou des personnalités qui étaient intervenues le plus possible. Malick Diao. Et donc, du coup, la population se demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a une militarisation de tous les secteurs, que ce soit de l'économie, que ce soit de l'exécutif, ou que ce soit du judiciaire, ou du législatif, si c'est les militaires qui vont tout prendre. Alors qu'au même moment, nous voyons que 65% du territoire échappait ou était dans une zone d'insécurité, et aujourd'hui, cette insécurité est aux portes de Bamako. Donc nous sommes passés pratiquement de 65% à 80% du territoire qui échappe aujourd'hui. Alors la question est de savoir si cela rassure la population. La confiance n'est pas encore tout à fait rétablie. Dans la mesure où les gens se demandent si les militaires ne sont pas venus pour s'installer. Parce que le vice-président Assimi Goïta, depuis le début du mois, quand on a annoncé qu'il sera candidat, il n'a pas infirmé, il n'a rien dit jusque-là. Et là, des gens se demandent
s'ils doivent être rassurés ou s'ils doivent s'inquiéter de ces militaires qui sont arrivés et qui sont en train de prendre tous les pans du territoire aujourd'hui et de tous les secteurs pour éclipser un peu les hommes politiques qui d'habitude intervenaient dans la vie ou dans la gestion de la vie publique au niveau du Mali. Vous avez bien présenté le topo de la situation aujourd'hui au niveau du Mali. Quand on regarde le sommet de l'État, on est en train de s'interroger. Qui dirige réellement le Mali? Est-ce que c'est le président de la transition? Est-ce que c'est le vice-président qui est le véritable homme fort? Ou bien le premier ministre? Qui dirige véritablement? Bon, apparemment, il y a un président. Il y a un vice-président qui a un poste qui a été créé, qui n'existait pas, mais qui a été créé après le coup d'État. Et il y a un premier ministre. Mais dans les faits, quand nous voyons la manière dont le pays fonctionne aujourd'hui, on se demande si ce n'est pas plus le vice-président qui est en train de diriger le pays. Je veux donner 2 exemples. D'abord, pour la mise en place du Conseil national de transition, qui joue le rôle de l'organe législatif. Il a été demandé aux partis politiques, aux organisations de la société civile, à tous les groupes organisés d'envoyer des CV au Premier ministre qui va faire le choix. Et c'est lui qui a nommé les gens qui constituent aujourd'hui ce Conseil national de transition. Pas plus tard qu'hier, il y a un décret qui a été signé, qui met en place un organe qui est appelé COS, c'est-à-dire le comité d'orientation stratégique, qui va s'occuper de propositions qui concernent toutes les réformes possibles. Et ce comité est placé sous l'autorité du vice-président. Et les membres qui vont constituer ce comité, c'est sur des propositions des différents organes, les universités, le groupe organisé, les partis politiques, tout ce qui a comme force vive au niveau du Mali. Et c'est le Premier ministre qui va encore nommer les gens qui vont constituer ce comité d'orientation stratégique. Alors, qui dirige? Tout porte à croire que c'est le vice-président qui, aujourd'hui, prend de l'ascendance ou prend des initiatives dans beaucoup de domaines. Alors, pourquoi la situation doit-elle être ainsi? On a vu le début, comment la CEDEAO était là pour, j'ai envie de dire, obliger un peu les Maliens à aller vers une solution aujourd'hui acceptable. Vous l'avez rappelé, les militaires ont dû créer au forcing ce poste de vice-président. Mais c'est quoi? C'est parce que le président Bandao ne veut pas assumer ses responsabilités. C'est pour ça que le vice-président est si omniprésent. Mais je crois que nous ne devons pas perdre de vue le fait que le président qui assure aujourd'hui la transition, c'est un militaire à la retraite. Oui. Et que c'est après le putsch qu'on est allé le chercher pour venir diriger la transition. Et donc, à tout moment, les militaires, Goïta, Diao, Ouagé, peuvent vous lui rappeler que c'est nous qui vous avons amené ici. Et c'est peut-être aussi dans l'intention pour des militaires de voir la possibilité de positionner plus tard Assimi Goïta comme président, comme candidat à la présidence. Nous ne pouvons pas le dire aujourd'hui compte tenu des éléments qui existent sur le terrain parce qu'ils ne l'ont écrit nulle part et ils ne l'ont pas déclaré non plus. Nous ne pouvons que faire des supputations pour le moment. Mais on sait qu'au regard de la charte de la transition, tous ceux qui dirigent aujourd'hui sont exclus des prochaines élections. Oui, mais le 5 mars, quand on a annoncé qu'il va être candidat, il n'a pas réagi. Et il se pourrait qu'il démissionne avant la fin de la transition. Oui. Et s'il arrivait à démissionner,
on va trouver les artifices possibles peut-être pour le positionner comme candidat. Alors, pendant ce temps, tout le monde sait les situations qui avaient mis les Maliens dans la rue. Il y avait problème de corruption, la mauvaise gouvernance, les élections qui n'étaient pas transparentes et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, cette transition s'attaque à ces problèmes-là pour éviter justement qu'ils reviennent demain pour créer à nouveau l'impasse au Mali? Mais quand nous référons au plan d'action du Premier ministre tel qu'il l'a présenté devant le Conseil national de transition, et il voulait, en dehors des questions qui ont trait à l'éducation, à la santé, à l'emploi, il voulait notamment s'attaquer au problème de la corruption, le problème de la sécurité, le renforcement des institutions, les réformes constitutionnelles, l'organisation des élections. Mais on est en train de voir que le problème de sécurité n'est pas résolu. Oui. Il y a des attaques qui sont juste à quelques kilomètres de Bamako, à 60 kilomètres de Bamako. Cette semaine, il y a eu des attaques. Mais pas trop loin du camp de Kati, il y a eu des attaques. Et le problème de sécurité n'est pas encore résolu. Nous savons que le Mali fait face à une guerre asymétrique, mais la présence des militaires, la nomination des militaires à la tête des régions n'a pas résolu le problème de l'insécurité. Depuis que la transition est en place, nous n'avons pas encore entendu qu'on a pu arrêter des gens qui ont fait des détournements ou que les gens qui sont dans le trafic, le blanchiment d'argent, ainsi de suite, ont été arrêtés. Aucun dossier n'a été soulevé. Le problème des réformes, c'est tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est hier que le comité d'orientation a été mis en place. Et donc, le chantier est vaste. C'est vrai, la transition, c'est pour 18 mois. Mais quand nous voyons le cahier de charge que le Premier ministre s'est donné, nous trouvons que c'est assez ambitieux pour les 18 mois. Notamment quand nous prenons la réforme de la Constitution ou la révision constitutionnelle qui va avoir lieu. Et il parle également d'organisation d'un référendum. Et avec l'expérience que nous avons de questions électorales, je crois que le temps qui reste ne peut pas permettre d'aboutir à tout cela. Mais la CEDEAO a quand même été très claire sur le calendrier, c'est 18 mois et on passe à autre chose. Oui, la CEDEAO a dit que ça va durer 18 mois, mais s'il n'arrive pas à régler le problème de la Constitution, il n'arrive pas à régler le problème de l'organe de gestion des élections, comment on va pouvoir organiser les élections? Nous allons tranquillement vers une CEDEAO qui va encore demander à ce qu'on puisse proroger le mandat de ce gouvernement de transition. Mais c'est si laborieux de régler ces problèmes-là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas? Ça fait quand même au moins 6 mois qu'ils sont là. Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne bouge pas? D'abord, il faut dire que c'est des militaires qui sont venus. Ils ne sont pas dans la gestion de la chose politique avant d'arriver. Donc, ils apprennent. Et quand ils sont arrivés, il faut du temps pour créer une petite confiance. Trouver des gens avec qui, des collaborateurs avec qui travailler. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et parce que il faut dire que dans l'administration africaine que nous avons en général, l'administration est très politisée dans certains pays. Et au Mali particulièrement, l'administration est très politisée. Alors avec qui collaborer? Vous avez vu dès le départ, quand Goïta était arrivé, il a commencé à faire le tour des ministères. Il n'a pas rencontré les directeurs, il n'a pas demandé au ministre de venir, il a rencontré les secrétaires généraux pour mettre le point sur les i, pour dire voilà comment nous allons travailler dorénavant. Et ceux qui ne peuvent pas répondre, on va les remplacer. Mais comment vous pouvez savoir que tel secrétaire général est très proche du régime et qui va bien servir la transition ou pas? Donc il faut du temps pour arriver à créer cette petite confiance avec
les gens avec qui ils travaillaient, avant de s'attacher ou d'attaquer les grands domaines de réforme possibles dans le pays. Il ne faut pas oublier également que ceux qui avaient géré le pays les dernières années vont être réticents à des réformes, eux qui vont constituer également des goulots d'étranglement pour que le processus puisse avancer. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette transition, parce qu'il y a des gens qui, peut-être, ont perdu des prérogatives qu'ils avaient, et donc ne seront pas aptes ou ne seront pas tout de suite portés à aider à l'aboutissement heureux de la transition. On a quand même vu au moment où Assimi Goïta et sa suite perpétraient le coup d'État, ça a été pratiquement acclamé. Ils étaient arrivés en sauveurs, mais au regard de la situation que vous décrivez, on a l'impression qu'il y a petit à petit une certaine perte de confiance. Oui. Ce n'est pas les militaires qui ont bouleversé le pays. La situation était déjà pourrie depuis 2017 avec le mouvement anti-Abana qui était contre la Constitution, la révision de la Constitution. Et puis après le mouvement du 5 juin qui était là, qui avait un peu pour parrain l'imam Mahmoud Diko. Ces mouvements avaient déjà sapé un peu le régime de Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, avant que les militaires n'interviennent en août pour pouvoir prendre les choses en main. Mais vous avez vu, juste après, il y a eu des dissensions entre le mouvement du 5 juin, M5, avec les militaires. Ils n'arrivaient plus à s'entendre et des gens commençaient à critiquer à la fois l'arrivée des militaires. Et la création du CNT a encore fragilisé cette confiance entre les mouvements de la société civile, les partis politiques et les militaires. Et donc, du coup, le pays est devenu un peu, je ne vais pas dire ingérable, mais la confiance n'est pas tout à fait établie pour que les gens travaillent ensemble. Et je ne sais pas si, dans l'actualité, si vous suivez bien l'actualité, vous allez voir que le mouvement anti-Abana a encore mis en garde les militaires pour leur rappeler que s'ils ne font pas les réformes comme il faut, ils vont encore mettre le peuple dans la rue. Ils vont encore mettre le peuple dans la rue. Et pas plus tard que mardi passé, Mahmoud Diko a été décoré, honoré. On va lui créer un centre qui va porter son nom. Donc, on augmente également son aura dans le pays. Et quelle influence il va pouvoir avoir sur la vie politique dans les mois à venir. Mais il ne faut pas oublier que les partis politiques également sont aux aguets. Bien sûr. Ils sont aux aguets, ils sont en train de travailler pour qu'ils puissent reprendre du poil de la bête et voir comment ils peuvent se repositionner. Et aujourd'hui, le jeu est ouvert pour les partis politiques. Alors, on va dire quelques mots sur la situation sécuritaire. On sait, vous le décrivez très bien, elle est très délétère dans le pays, des attaques un peu partout, même quasiment aux portes de Bamako. Il y a eu des manifestations la semaine dernière pour exiger que les forces françaises quittent le pays. Parce que déjà en janvier, on se rappelle cette frappe de l'armée française dans le centre du Mali. On parle d'au moins 19 civils tués selon un rapport des Nations Unies. Il y a eu une nouvelle bavure courant cette semaine, 6 jeunes tués également. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que les Maliens en aient assez, en tout cas certains Maliens en aient assez de la présence militaire française? Oui, le mouvement... je ne vais pas dire mouvement anti-français, c'est des mouvements qui sont contre la présence militaire française au Mali. Et ça ne date pas de la transition, ça a commencé bien avant, avec la présence de Barkhane. Par moments, c'est Barkhane, la population veut que Barkhane s'en aille. À d'autres moments, c'est MINUSMA, on s'attaque à la MINUSMA. Et cette semaine, quand MINUSMA a rendu son rapport, pour dire qu'il y a eu bavure des forces françaises, la population dit
Et alors là, c'est les Français qui doivent partir. Et peut-être d'ici la semaine prochaine, il va y avoir encore des mouvements qui vont demander à ce que les Français quittent le pays. Parce que la presse d'aujourd'hui a commencé déjà à sortir des éléments pour dire que Barkhane a été épinglé par la MINUSMA. Oui. Ça veut dire beaucoup de choses. Et dans l'opinion, quel effet ça va avoir? Les gens vont trouver des arguments pour dire les Français ou les militaires français nous ont toujours menti sur les frappes qui sont organisées par-ci, par-là, parce que c'est eux qui ont l'information. Maintenant qu'une autre force, MINUSMA, qui est là pour pouvoir apaiser, pour pouvoir aider à sécuriser le pays, dit que Barkhane n'a pas fait bien son travail. La population malienne va trouver des arguments pour exiger le départ des Français qui sont là depuis 2012. D'autant que à côté, il y a la Centrafrique où on voit qu'avec l'appui des forces russes, il y a quand même une victoire sur le terrain. La rébellion est en train de reculer, alors qu'au niveau du Mali, malgré une très importante présence militaire française de l'opération Barkhane, 5100 hommes tout de même, on n'a pas l'impression qu'il y a un changement véritable de la situation. Oui, est-ce que les deux situations peuvent difficilement être comparées? Dans la mesure où, en Centrafrique, la situation est devenue ingérable par l'administration centrale, le gouvernement, à partir de la guerre qu'il y a eu entre Djotodia et Bozizé, qui a dû quitter plus tard le pays. Une grande partie du territoire échappe à l'administration. Si vous voyez un peu les dernières élections, vous allez vous rendre compte que c'est une partie du territoire qui a pu voter. La partie qui a été sécurisée qui a pu voter. Il y a une grande partie du territoire qui échappe encore à ce contrôle. Mais il y a les Russes qui sont arrivés, font des progrès pour que le pays où la gestion ou le contrôle de l'administration centrale s'étend chaque jour un peu plus vers les frontières du pays. Est-ce que nous pouvons dire que les Maliens pourront s'inspirer de ce qui se passe là-bas pour dire les Français peuvent dégager pour que les Russes viennent? À un certain moment, les gens avaient proposé cela. Oui. On a même entendu des choses comme ça dans les manifestations. Voilà, dans les manifestations, il y a des banderoles qui ont été montrées pour demander à ce que des Russes arrivent. Il y a des gens qui ont demandé à ce que ce soit des Américains qui arrivent. D'autres fois, c'est des Chinois. On demande, mais les Français, on leur demande de quitter. Ça jouait un peu également sur la mise en place du G5 Sahel, parce que Barkhane voudrait ne plus être seul sur le terrain, mais demanderait à ce que les forces européennes s'ajoutent et que d'autres forces viennent un peu les épauler dans ce travail pour ne pas être seul face à la population. Mais jusque-là, nous avons vu ça piétine. Ça n'arrive pas à prospérer. Alors, demain, est-ce que les Maliens vont demander un départ des Français du territoire? Nous ne pouvons pas tout de suite le dire. Bon, tout dépendra de la manière dont les autorités de la transition prennent également ces informations pour les traiter. Mais il ne faut pas dire que dès que les forces de la transition sont venues, ils sont allés à l'Élysée. Oui. Ils sont allés à l'Élysée pourquoi? Et ils ne sont pas allés vers les Russes pour le moment. Ils ne sont pas allés vers les Chinois pour le moment. Ça veut tout dire. Sur le plan politique, on sait que la transition en cours doit aboutir à l'organisation d'élections très prochainement. Lorsque Soumaïla Cissé, l'ancien chef de file de l'opposition, avait été libéré de captivité, tout le monde s'est dit, ah tiens, il est en route pour la présidence. Patatras, il meurt. Qui incarne aujourd'hui le visage sur le plan politique pour
qu'on puisse miser sur lui pour les prochaines joutes électorales? Le jeu est ouvert, très ouvert. Très ouvert parce que aujourd'hui, Ibeka ne peut pas se présenter. Oui. Soumaïla Cissé est décédé. Le troisième, Diallo, est là. Mais il y a Soumaïlou Meiga qui est là. Oui. Oui. Et il y a d'autres. Il y a tous ceux qui sont de la DEMA qui sont également positionnés. Et à l'URD, on est en train de chercher aujourd'hui à trouver un remplaçant pour Soumaïla Cissé. Donc, le jeu est très ouvert. Et bon, il y a 2 semaines, Sanogo a commencé à montrer des velléités de vouloir se positionner comme un homme incontournable. Et lui qui d'habitude aborde des tenues militaires pour sortir, était un boubou blanc pour aller à Ségou, pour aller parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message qui est derrière? Et sur quoi il est en train de travailler aujourd'hui? Et il ne faut pas faut pas oublier également dans ce contexte malien l'influence, la grande influence des chefs religieux. Oui. Que ce soit Idara, que ce soit Diallo, que ce soit le shérif de Nioro, ils ont beaucoup d'influence. Et cette semaine, il y a l'imam Aïdara qui a dit qu'il va donner au moment opportun des consignes de vote. Le jeu est ouvert, il ne s'est pas encore prononcé. Mais quand on voit les dernières élections, il avait adoubé d'autres candidats aujourd'hui qui va être adoubé. Le shérif de Nioro était avec ADP Maliba. Bon, maintenant, les prochaines élections, qui va être positionné? On ne sait pas encore. Et le facteur transparence. Est-ce que les militaires vont laisser, parce que c'est eux qui sont à l'administration territoriale et tout, est-ce qu'ils vont organiser un jeu électoral ouvert, transparent? C'est difficile de le dire en ce moment, parce que les orientations vont être proposées par l'organe qui a été mis en place, le comité qui a été mis en place. Et il y a les réformes au niveau de l'organe de gestion des élections qui étaient déjà proposées, mais qui n'avaient pas été actées. Et le Mali a ceci de particulier que il y a une CENI qui est là, mais la gestion des élections, c'est une direction qui a été créée au ministère de l'administration territoriale pour pouvoir gérer les élections. On ne sait pas quel est l'organe qui va pouvoir. Si ça reste au niveau du ministère de l'administration territoriale, qui est dirigé par un militaire, et nous ne savons pas comment ça va se passer. Théophile Folly, Amouzou, merci à vous d'être passé répondre à mes questions. C'est moi qui vous remercie. On espère vous retrouver, parce que débat intéressant sur le Mali pour avoir vos avis régulièrement sur l'évolution de l'actualité dans ce pays. Vous êtes consultant en gouvernance et démocratie. On va marquer la pause maintenant et juste après le journal, on se retrouve ensemble pour Regard croisé.